On a promis de la liberté, donc on va la laisser. On va démarrer pendant que des gens arrivent et c'est pas un problème. La première chose, c'est que le principe qu'on peut utiliser à travers l'application, et je le rappelle, il y a aussi des micros pour poser des questions, hein, bien sûr, c'est que le fil des questions est déjà ouvert. Et ce que je nous propose, c'est d'abord profiter de nos charmants intervenants qui nous ont fait le plaisir de se déplacer gentiment, bénévolement pour nous partager leur trésor. Et une fois que nous aurons partagé tout ça, évidemment, le temps des questions-réponses avec la salle arrivera. Ça vous va? Tout d'abord, je souhaiterais que vous applaudissiez ces 4 personnes qui viennent parfois de très loin, qui ont bousculé leur agenda pour venir me voir. Alors, je vais les présenter. Voilà, merci beaucoup. Alors, depuis, peut-être vous le saviez avant, mais j'ai découvert en écoutant M. Enthoven que nous étions ici dépositaires d'organiser une rencontre inattendue, puisque c'était ça qui semble être inoubliable, si j'ai bien compris. Donc, nous voilà avec une lourde charge. À partir de cet instant, à partir de cette table ronde, et quasiment jusqu'à la fin du CIUSER 2018, nous allons essayer maintenant d'essayer de voir s'il y a de la méthode pour faire ça, s'il y a des bonnes postures, s'il y a des techniques, on peut se mettre à rêver, ou s'il y a au moins des modes de pensée. Je pense qu'on peut au moins se donner l'objectif de trouver des modes de pensée. Et encore merci de venir partager les vôtres. Donc voilà. Alors, nous allons parcourir plusieurs thèmes jusqu'à la fin de cet événement. Le premier qui a été choisi est autour de la scénographie, qui est l'art de la mise en scène, si je ne me trompe pas, selon le petit Larousse. C'est ça? Je vois qu'on acquiesce, donc je ne suis pas à côté du scope. Donc, pour parler de cette thématique, nous avons le plaisir d'accueillir 4 personnes. Nathalie Crinière. Vous pouvez l'applaudir, bien sûr. Qui dirige sa propre agence. Agence NC, j'imagine que NC, c'est Nathalie Crinière, c'est bien ça, d'accord. Marie Durand-Yamamoto de The Bosom Project, voilà, vous pouvez l'applaudir aussi. Si je vous qualifie d'architecte designer, architecte? Pas architecte. Alors comment? Designer, ok, je vous propose de prendre le micro. Une petite aparté, The Bosom Project, le projet auquel vous collaborez, vous n'êtes pas la seule, a largement contribué à un projet très intéressant de votre union, qui est l'Innovatoire, qui sera présenté plus précisément demain. Voilà. Troisième personne que nous accueillons, qui vient de loin, qui a beaucoup voyagé pour venir me voir, c'est Arthur Manouani, qui est plein de surprises et que je crois que je peux appeler architecte designer. Ça, on peut te nommer comme ça? Architecte d'abord, voilà, donc vous pouvez l'applaudir, merci beaucoup. Et puis Monsieur Laurent Lebon, merci d'être avec nous, conservateur général du patrimoine, c'est ça. Je crois que vous avez, merci, je crois que vous avez égayé le centre Beaubourg, c'est bien ça, celui de Paris puis celui de Metz, de mémoire, et qu'à cet instant vous présidez le musée Picasso à Paris. Et donc vous êtes à la fois convaincu sur la scénographie et parfois donneur d'ordre de scénographe, c'est ça? Donc nous avons le plaisir aussi d'avoir un donneur d'ordre sur ces sujets. Voilà pour le parterre. Par pure galanterie, par pur intérêt personnel pour la table ronde, j'aurais proposé à Madame Crinière de prendre la première prise de parole. Cette table ronde a été préparée et pendant cette préparation, nous avons identifié que peut-être plutôt que des grandes explications théoriques, une somme de cas concrets sur lesquels nous pourrons conclure des bonnes postures, des bons modes de pensée était le scénario idéal. Donc ce qu'on vous propose de faire, c'est d'entendre chacune des 4 personnes en faisant des liens, et puis après nous discuterons bien sûr tous ensemble. Alors Madame Crinière, vous avez contribué à beaucoup de projets de scénarisation. Je crois que votre univers privilégié est plutôt autour du musée. Oui. C'est ça? Et pour autant, c'est pas ça qu'on va choisir comme exemple. C'est ça. C'est un exemple autour de la Biennale des antiquaires. Alors pourquoi elle est intéressante? Et je pense que nous avons particulièrement pensé à l'Assemblée à cet instant-là, parce qu'il y a bien longtemps, ça s'appelait la Foire des antiquaires. Ça veut dire que quand on vient à la Biennale des antiquaires, bien sûr qu'on vient voir une magnifique expo, mais les exposants et les visiteurs viennent aussi pour un flux commercial, financier, d'affaires, je dirais. C'est bien ça. Et d'ailleurs, ça marche tellement bien que la Biennale devient une réunion annuelle, mais qui va quand même s'appeler la Biennale de Paris. Donc là, il y a un truc que j'ai pas compris, mais c'était l'actualité. Moi non plus, j'ai pas tout à fait compris. C'était pas l'objet de la table ronde, donc c'est pas très grave. Donc en tout cas, ça marche tellement bien qu'on va le reproduire beaucoup plus souvent. C'est ça que j'ai compris. Alors, première question, souvent quand on fait appel à vous 4, finalement, c'est qu'il y a souvent un problème à résoudre ou qu'il y a une nouvelle équation à trouver. Quelle est l'équation que vous a posée les représentants de la Biennale des antiquaires? Alors au tout départ, quand on nous a appelés pour faire la Biennale, on avait déjà une chance, c'est qu'on avait déjà travaillé dans le Grand Palais. Et comme la Biennale se passe au Grand Palais, il faut savoir quand même que c'est le plus beau lieu de Paris pratiquement.
Donc quand vous arrivez dans le Grand Palais vide, vous avez déjà réussi, on va dire, 80% de la scénographie. Parce que c'est tellement beau que quand c'est vide, voilà, ça marche. Donc déjà, c'est une grande chance, puisque intervenir dans un lieu comme ça, oui, il faut bien faire, mais déjà le lieu vous aide. Et ça, pour nous, c'était extrêmement intéressant. Et quand la Biennale nous a demandé de travailler avec eux, au début, on avait quand même un cahier des charges plutôt très ouvert. On savait qu'il fallait beaucoup de stands. On n'avait pas encore tout à fait le nombre de mètres carrés qu'il fallait mettre en place. Et on n'avait pas de budget au départ, ce qui était pour nous une grande chance. Vous pensez Ce qui bien fait que... un point commun avec les gens qui sont dans la salle. J'imagine leurs clients ont rarement un Alors, budget vous pensez pléthorique au bien que départ. nous avons évité de le demander. On s'est étonné de la première commande, mais bien évidemment, nous sommes passés outre et on s'est dit, puisque on peut y aller, allons-y et exprimons-nous. Donc il faut savoir que nous, on vient du monde du musée, donc ça c'est une particularité. Ça collait très bien avec la Biennale, puisqu'on est quand même appelé à présenter des belles choses, même si elles sont plutôt exposées au sein des stands. Mais nous, notre première approche, c'était de dire, voilà, on va être dans le Grand Palais. Et notre première idée, ça a été en fait de faire référence au Grand Palais, puisqu'il était là, on allait l'utiliser, on ne voulait surtout pas l'abîmer. Et notre première idée, ça a été de dire, voilà, vous êtes un très grand nombre d'antiquaires, et nous, on ne vous connaît pas, ce qui était plutôt l'intérêt, je pense, pour la Biennale, puisqu'on a décidé en fait que la star avant tout serait le Grand Palais et que les antiquaires présents dans le Grand Palais pourraient tous se targuer d'être dans cet espace et d'en profiter conjointement. Donc il faut savoir que dans les antiquaires et pour tous les salons, j'imagine que quand vous faites des salons, il y a toujours des stars et on a tendance à mettre les stars en premier et à leur donner la part belle. Nous, après tout, on ne les connaissait pas et on s'est dit on va tous les mettre sur un pied d'égalité et on va essayer de leur donner le meilleur à tous et pas à certains qui seraient par exemple au Grand Palais, au centre, puisqu'on sait que le Grand Palais a quand même cette grande nef centrale et quand vous êtes au centre, finalement, vous êtes peut-être plus privilégié que les autres. Donc on a évacué tout de suite cette question et on s'est dit le centre, on va le donner à tout le monde, ce qui a été un peu une... Ça a été facile de faire ça ? On est arrivé comme ça, un peu sûr de nous. Finalement, on nous demandait, on n'allait pas se limiter. Et on a donc fait cette proposition de dire, voilà, le centre est à tout le monde, le centre va être le cœur de la Biennale et chacun pourra y avoir accès. Et en même temps, il n'y aura pas une personne qui donnera au centre, ce sera le clou en fait de l'espace, le point de départ pour orienter les gens. Sachant qu'en plus, au Grand Palais, c'est quand même un espace qui est très grand. Et donc, on a réfléchi les espaces de façon à pouvoir orienter très vite les visiteurs, puisque quand vous arrivez et que vous cherchez un antiquaire, vous ne savez pas où il est, puisque c'est quand même, il faut aller regarder sur le plan. Et donc, on s'est servi de cet espace central, en fait, pour pouvoir indiquer les grandes directions. Donc, c'était une sorte de grande boussole. On donnait la mesure de l'espace et on donnait ces grandes directions aux exposants, en fait. Donc, premier concept en rupture, probablement, c'est la star, c'est le lieu. Ça, C'est c'était ça. un Vous principe, dites que hein. c'était facile parce que c'était le Grand Palais, on peut aussi imaginer que c'était difficile parce qu'au regard de la beauté du Grand Palais, on peut être très exigeant avec celui qui va le remaquiller. Le troisième élément, c'est que finalement, d'accepter à faire comprendre à ceux qui ont l'habitude d'être la star à la place du lieu, que peut-être on va déplacer Le curseur. exactement, et de toute évidence, ça a réussi à passer. Alors manifestement, oui, ça a fonctionné puisque c'est une biennale qu'on a mis en place, en tout cas le design, il y a 2 ans. Ouais. L'année dernière, ils ont gardé en fait cette idée de centre et je crois qu'ils la gardent aussi cette année. Donc le fait comme ça d'avoir une circulation inversée, puisque là on la voit en fait, les premiers stands donnaient sur l'extérieur de ce centre, faisait que finalement vous étiez embarqué en fait dans le parcours et vous alliez naturellement dans les autres espaces, autrement que les autres années où vous aviez tendance à rester dans la partie centrale et à vous dire mon Dieu, il faut que j'aille jusqu'au bout là-bas, ça va être compliqué. Là, ça se faisait peut-être plus naturellement. Je vais peut-être vous interroger sur finalement si les gens ont accepté de changer leur pratique, de décentrer la starification. Maintenant, c'est le lieu qui devient encore une fois la star. Il y a des résultats qui sont visibles. Vous savez que l'identité graphique de l'événement a changé. Oui. Et que ce qui est mis en lumière, un des 2 éléments, c'est donc ce que vous avez érigé comme star, ce qui est le fameux dôme circulaire. C'est un premier résultat, incontestablement. Est-ce qu'il y a eu d'autres résultats? Est-ce que vous avez eu écho de ce qui s'est passé en termes de transactions financières, de la satisfaction des exposants, de la satisfaction des visiteurs?
Alors moi, j'y ai pas forcément accès. Moi, les accès financiers que j'ai eus, c'est qu'au départ, forcément, comme on n'avait pas de budget, on est parti sur des portes en pierre, on est parti sur un sol central en pierre aussi, ce qui pour un salon est un peu délirant, j'en conviens, mais au moins on est parti avec ça. Après, on a revu un petit peu nos ambitions, tout en conservant quand même les éléments. Les portes sont devenues des portes peintes en bois, mais on avait déjà beaucoup travaillé en fait la structure de la porte, puisque chaque antiquaire est identifié par cette porte, et on a travaillé cette porte en volume de façon à ce que quand vous promenez, elle vous invite. Il y avait des petits biais qui étaient travaillés de façon à avoir la signalétique tout de suite dans l'axe de vision, et puis selon l'endroit où vous étiez, d'avoir une porte, on va dire une porte droite ou une porte gauche, qui faisait que dans le parcours, vous étiez en quelque sorte happé dans les stands, puisqu'au Salon des Antiquaires, les exposants ont vraiment des stands quand même relativement fermés, donc il faut inviter les gens à pénétrer dans les espaces. Au-delà du salon de la Biennale des Antiquaires, hein, quand vous travaillez avec vos équipes et pour atteindre les résultats que vous atteignez, vous y prenez comment? Alors, comment on s'y prend? Justement, on a peut-être une particularité, on en a discuté un petit peu quand on a échangé. Déjà, on n'est pas très procédurier, on a beaucoup de mal à signer des contrats, on en fait très peu. Ça se passe un peu comme ça au feeling, ce qui est toujours très curieux pour la maîtrise d'ouvrage. Mais après tout, donc dans les musées, on est obligé à un moment de signer un contrat, mais dans le privé, finalement, on en signe très très peu, parce que ça se fait un peu de gré à gré, curieusement. Et alors, je dirais que dans les scénographes, il y a les conceptuels qui vont vous expliquer vraiment leur projet avec beaucoup de mots. Nous, à l'agence, c'est un petit peu différent. On est peut-être très intuitif, ce qui peut paraître... Alors, du coup, l'intuition est compliquée à mettre en mots, mais on propose comme ça des plans et des visuels qui naissent plus en fait d'une intuition que d'un concept. Alors après, on peut le rattacher à un concept. On peut post-rationaliser la chose. Mais voilà, exactement. Mais au départ, c'est très intuitif et c'est très lié à l'espace dans lequel on est. Vraiment, l'espace est déterminant. On rentre dans un espace et on a le propos qui va venir ici, et les deux vont se fondre pour former un projet. Je crois que votre intuition, elle repose, et c'est toujours dans l'entretien préalable que nous avons eu, elle repose quand même sur un certain nombre de choses. C'est vos équipes ne sont pas expérimentées par secteur d'activité. Vos équipes sont plus que pluridisciplinaires. Donc on va chercher des gens intuitifs plus que des gens diplômés, si je faisais une immense caricature. C'est même pas ça, c'est-à-dire que on n'a pas vraiment de système de recrutement à l'agence, on est 14, donc c'est quand même... C'est une entreprise. C'est une petite entreprise, mais les gens qui sont arrivés à l'agence souvent arrivent par stage. Et le diplôme n'a pas forcément un grand intérêt à mes yeux, en quelque sorte. Voilà, on rencontre les gens et puis on voit tout de suite au sein d'un stage ce qui se passe. Il y en a qui, même s'ils ne savaient pas vraiment faire de plan avant, tout d'un coup on voit que les choses se construisent. Il faut réussir à bien s'entendre, réussir à trouver des personnalités qui font qu'à un moment les choses s'agrémentent et font qu'on arrive à réussir un projet. Mais c'est vrai que ça marche aussi dans le recrutement, beaucoup à l'intuition. Alors, si finalement on fait le recrutement et les projets à l'intuition, il y a quand même des lignes directrices que sûrement vous êtes vous-même dépositrice, mettre le lieu au centre. Ça, c'est sûr. Le deuxième élément que vous m'avez stipulé, c'est partir de l'expérience du public et pas des exposants, d'abord, finalement. Et il y en a un troisième qui mérite d'être discuté, et après on donnera la parole à Arthur sur ce point-là, qui est d'accepter pour vous, vos équipes, mais aussi vos donneurs d'ordre, de faire et défaire. Alors oui, ça c'est une particularité peut-être de l'agence, c'est qu'on peut faire une centaine de plans et ça ne nous dérange pas. À un moment, on lance une idée, on travaille, et puis tout d'un coup, on se dit, finalement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je crois qu'on n'hésite pas à mettre à la poubelle tout un projet en se disant, si on faisait autrement. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, de se dire qu'il n'y a pas forcément une solution, mais que les choses évoluent et qu'à un moment, on peut faire complètement différemment et ça peut marcher. Et c'est en fait assez agréable de se remettre en question comme ça, de tenir une idée. Donc on a une grande idée, mais finalement, on peut la travailler de manière différente et arriver à un moment à un projet complètement différent de ce qu'on avait imaginé au départ. Mais en se remettant en question, on arrive à avoir
des choses qui apparaissent et qui sont très intéressantes. Est-ce que ce faire et défaire marche aussi avec vos donneurs d'ordre? Parce qu'à l'agence, qu'on prenne plaisir à refaire 100 fois les plans, ça veut bien dire que vous êtes passionné. Évidemment, quand ça vient du donneur d'ordre, on fait la moue. Mais on peut écouter. En fait, ce qui est très intéressant, c'est alors moi, je dirais qu'on a un peu une pratique d'aïkido à l'agence, c'est qu'on utilise la force des autres pour faire notre propre force. C'est qu'on n'est pas forcément fort en tout, mais quand on écoute bien les différents intervenants, il y a quand même quelque chose qui peut naître. Et je pense que savoir bien écouter les choses peut amener beaucoup de puissance, en fait. Je vous remercie beaucoup. Et puis on reprendra la parole au gré des questions. Je propose de passer le micro, pour le coup il l'a déjà, à Arthur. Donc Arthur, qui avait bonne presse ce week-end en France, hein, puisque je vous ai vu dans le point, là parlez-vous. On vous explique comme l'architecture paramétrique. Bon, je cherche encore, hein, donc vous allez nous expliquer ce que c'est. Et globalement, je comprends que vous êtes passionné d'architecture, bien sûr, d'art et de technologie, on y reviendra. Alors, peut-être pour prendre la suite, dans une forme de suite logique, faire et défaire, ça vous parle à vous? Alors oui, je suis un architecte pas très conventionnel puisqu'on construit pas mal de choses qu'on déconstruit après et on a aussi un atelier de fabrication. Donc ça veut dire qu'on fabrique les objets nous-mêmes. Là c'est un exemple d'utilisation de notre logiciel, qu'on écrit des logiciels aussi pour parler aux machines avec lesquelles on travaille. Donc c'est un peu nouveau, c'est-à-dire qu'il y a toutes ces machines, les impressions 3D, les coupeurs laser, les fraiseuses numériques, une sorte de révolution de la fabrication numérique qui permet aux architectes d'avoir un impact direct sur les projets qui dessinent, c'est-à-dire de voir le résultat directement. Et du coup, d'avoir plein de machines dans son atelier et de travailler avec les contraintes de la machine. Vous pouvez nous parler un peu justement de le bureau que vous avez à Londres? Alors j'en ai juste entendu parler, je suis un petit peu curieux. C'est pas un bureau conventionnel, j'ai cru comprendre non plus. Il ressemble à quoi? Oui, en effet, il n'est pas très conventionnel. Il y a une salle de classe, on enseigne les technologies parce que c'est très important pour nous. C'est tellement nouveau qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Et il y a plein de machines. Je ne sais pas s'il y a... Ouais, voilà, par exemple. On en a à peu près, je sais pas, une dizaine. Il y en a qui font 3 mètres de haut. On fabrique nos propres robots. Et ça nous permet d'offrir une expérience... en anglais, on dit holistic, c'est-à-dire global, du dessin à la fabrication, à l'expérience de l'utilisateur. Et aussi, ça nous permet de pousser les limites de ce qui est possible. Parce que si on est en contrôle de la machine qui fabrique, on peut aussi utiliser ces contraintes pour faire un nouveau langage. On n'est pas que dans le point. Ça, c'est une image de Wired Magazine ce mois-ci. C'est le robot qu'on a conçu et qui est fait... plutôt que d'avoir une machine qu'on achète d'un autre fournisseur et qu'on installe dans un lieu, comme l'image précédente qui était à Xintiandi, à Shanghai, en tant qu'architecte, je voulais que la machine puisse parler à l'espace. Et comme on est souvent limité par les tailles de nos machines, on s'est dit on va installer des espèces de poulies un peu partout et faire un robot qui fonctionne à partir de 4 poulies et qui peut se déplacer dans l'espace. Donc ça, c'était... dans une agence d'ingénierie, Arup, et ça a assemblé, ça a désassemblé des tours en bois au fil du temps. Donc c'était Ce qui permet, pour le coup, avec votre donneur d'ordre, vous tout seul, de jouer, de passer du maquettage, remaquettage, ça se passe comment? C'est vous tout seul avec vos équipes ou c'est vous et votre donneur d'ordre qui est... Alors c'est beaucoup moins linéaire que ça. Ok. Le donneur d'ordre devient le designer et Ok. alors j'ai vraiment aucun ego, c'est-à-dire que pour moi j'offre les méthodes de design et je fais ça avec les autres en pure collaboration avec les utilisateurs, les clients, tout le monde est le designer. J'ai vraiment pas envie d'avoir cette relation donneur d'ordre exécutant, ni égo et passif actif, tout à fait. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est une partie de notre travail et elle est liée à notre agence d'architecture où on travaille sur des projets où on essaye d'appliquer ces scénarios et de pousser un peu qu'est-ce qui peut être possible avec ces techniques. Donc ça, c'est à Burning Man. Burning Man, c'est un festival, ils n'aiment pas trop le terme festival, puisque c'est plus une ville éphémère de 70 000 personnes dans le désert du Nevada. Marianne Goudel est venue il y a 2 ans.
témoigner ici, pour ceux qui étaient déjà là, sur l'intérêt de l'hybridation. Alors Burning Man peut apparaître au départ extrêmement loin de l'actualité de nous tous qui sommes dans la salle, mais on voit que ça l'inspire terriblement. Tout à l'heure on a parlé du C2, le C2 est inspiré par le Cirque du Soleil qui lui-même est assez lié dans la philosophie à Burning Man. Alors votre actualité est liée autour de Burning Man. Je crois que cette année il y a une actualité particulière, où pour le coup, il va y avoir du faire et des faire en permanence, si j'ai bien compris. Oui, c'est pour ça que j'ai peut-être l'air un peu fatigué. Je viens aussi de Londres ce matin, mais je travaille sur ce qu'on appelle le temple de Burning Man. Donc, je pense que j'ai une image qui montre ça. Le temple, c'est un projet qui est très important à Burning Man. C'est un bâtiment municipal, c'est-à-dire qu'il y a, par exemple, un aéroport, il y a une place centrale où ou une poste ou un hôpital. Et ça, c'est un endroit spirituel. Il n'y a pas de religion attachée à ça, mais c'est l'endroit où les burners, les gens qui habitent Black Rock City, vont se recueillir, vont mettre par exemple les cendres d'un parent qui est mort. Et donc c'est un lieu silencieux, très différent du reste de la ville, où les gens se recueillent. Et donc c'est un bâtiment très important qui a une énorme signification pour les habitants. Et du coup, j'ai été très chanceux. C'est un honneur d'avoir pu faire le design et la fabrication et l'installation de ce projet. On n'a que 18 jours pour le construire. Il a déjà commencé à être fabriqué à San Francisco. On a un lieu là-bas, à Reno. Il est complètement autofinancé, c'est-à-dire qu'il coûte à peu près $1 demi-million. Une grande partie de ça vient à travers les donations des gens. Il y a à peu près, 1500 personnes qui ont donné un peu d'argent. Donc c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est l'architecte en tant qu'entrepreneur. Le fait que si on a une vision, une idée, rien ne nous empêche d'aller essayer de trouver les financements. Et il y a toutes les méthodes de crowdfunding. Et beaucoup de gens qui veulent nous aider, donc on a été très chanceux sur ce projet. Maintenant, il faut le construire. Il est construit ou il est en cours de construction ou il le sera à partir du moment où l'événement démarre? Je crois que c'est fin août, Ouais. septembre. Alors, bon, comme il y a beaucoup de travail et qu'on n'a que 18 jours, l'idée, et en plus, c'est fait avec des volontaires. Donc 125 volontaires passionnés qui veulent venir. Bénévoles, j'imagine? Bénévole, pardon. Okay. Bénévole, oui. Et donc l'idée, c'est de faire un projet qui est, on dit en anglais, volunteer friendly. C'est-à-dire, comment dirais-je, pour les bénévoles, que ça soit facile à assembler. Et donc c'est fait de triangles. Et les triangles ont déjà été coupés dans des ateliers des Fab Labs, donc à Reno, dans le Nevada. Et l'idée, c'est d'installer les éléments, de les assembler. Et donc, vous voyez peut-être la symétrie du projet. Ouais, il n'est plus dans l'écran, mais il y a une symétrie rotationnelle. Ça veut dire que ça rend la chose plus facile. Il y a des étapes répétitives, parce que les gens qui viennent avec nous, ce n'est pas forcément des menuisiers ou des architectes. C'est des avocats, des gens qui... il y a vraiment de tous les domaines. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est une expérience collective dans laquelle on se plonge dans une aventure... vraiment belle et jusqu'au dernier moment, la déconstruction, mais en l'occurrence ici, on va brûler le fameux temple. On va brûler le temple en silence avec 70 000 personnes qui vont s'asseoir autour du temple et l'écouter brûler. Voilà. Donc, si nous n'avons pas tous les jours l'occasion de travailler à Burning Man, qui laisse quand même pas mal de liberté, si je vous entends, si on revient dans un univers plus, même si vous en méfiez, de donneur d'ordre à intervenants spécialistes, de tout ce que vous expérimentez, qu'est-ce que vous pensez qu'il est totalement réimportable dans n'importe quel univers, indépendamment de Burning Man? Le faire et défaire, vous le conseillez à tout le monde? Les technologies que vous utilisez, elles ont un bon rapport qualité-prix? Je me permets d'aller sur quelque chose d'assez terre à terre pour que ce soit le plus utilisable et utilisé, si les gens veulent s'en saisir dans la salle. Oui, je vous montre les projets un peu les plus fous qu'on fait à l'agence. C'est vrai que j'aurais pu en mettre des plus terre à terre, mais comme on a nos machines, ce que les gens, les clients, les gens qui viennent et qui passent voir nos projets aiment le plus, c'est de voir l'objet fini. C'est-à-dire que plutôt que leur faire un dessin, de leur montrer un plan, une coupe, une 3D, ils voient le truc. Et je pense que ça leur plaît énormément parce que ça leur donne une idée, comme quand on va dans un magasin, on a cette relation avec l'objet fini, on achète l'objet fini. Avec un designer qui a un atelier de fabrication, on voit l'objet fini, on connaît exactement les coûts puisque c'est les matériaux en eux-mêmes, il y a très peu de surprises
Et du coup, ça, oui, en effet, rapport qualité-prix est évident. Et nous, on peut contrôler ça aussi, puisque c'est nous qui sommes en charge de nos fabrications. C'est une excellente réponse puisque c'est la vôtre. Alors, je proposerais bien de passer le micro à Marie. Donc Marie de The Bottom Project. Alors Marie, vous intervenez dans un univers différent. Oui, complètement différent. Voilà, même si peut-être vous prenez les mêmes choses, hein, on va voir. Vous intervenez plus à l'intérieur des entreprises, Oui. ce qui est en général un petit peu plus cadré, je dis bien en général, ça dépend des cultures d'entreprise. Oui. D'ailleurs, est-ce que vous avez souvent l'occasion qu'on vous dise, fais comme tu le sens, fais comme tu en as envie. Enfin voilà, si je pousse le bouchon un petit peu. Non, c'est rare, mais non, j'en ai pas en fait. C'est rare, mais on est actuellement en pleine mission. On nous a donné carte blanche, donc on est très très content. C'est avec une grande entreprise en plus de chimie, donc on s'attendait pas du tout à ça. Mais ils nous ont dit voilà, on vous donne en fait tout un étage et allez-y, go. Et donc voilà, ça arrive parfois même en entreprise. Et par rapport à du coup, ce qu'on fait, pour vous expliquer un petit peu pourquoi je suis là, parce qu'en fait The Boson Project, on accompagne en fait les entreprises dans leur transformation, qu'elles soient culturelles, structurelles, etc. Et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte qu'une transformation, c'était pas très facile à conceptualiser. C'est quelque chose de long. On ne voit pas forcément qu'autour de nous, on est en train de se transformer dans les manières de faire. Et en fait, du coup, on s'est tourné vers la scénographie, entre guillemets, enfin les espaces de travail, parce que pour le coup, c'est du concret. Et en fait, chez The Boson Project, on le voit vraiment comme un outil de narration en fait, de l'entreprise, de sa vision, de la vision des collaborateurs, des aspirations et de leurs besoins. Et c'est comme ça qu'on utilise en fait la scénographie, même dans un milieu qui a priori n'est pas sujet à ça, quoi. Voilà. Et vous y prenez comment? Dans un champ de contraintes qui, en général, est un peu plus encadré que celui qui a été présenté. En plus, c'est très inspirant de parler de rencontres, parce que finalement, en fait, on n'utilise pas trop ce mot-là chez nous. Mais du coup, je vais essayer de l'utiliser pour vous expliquer un petit peu comment on fait. En fait, nous, on part de la rencontre entre du coup, l'entreprise avec elle-même, entre guillemets. C'est qu'on démarre en fait avec une étude vraiment profonde, sociologique, anthropologique des collaborateurs, de leur corps social, pour vraiment comprendre en fait pour qui on travaille déjà, qui on transforme. Et là, c'est vraiment en fait la base de notre travail, c'est le socle sur lequel on va commencer à construire. Ensuite, donc là, c'est un peu nos convictions que je vais vous présenter, mais la première conviction, on en a un petit peu parlé, je vais utiliser le terme de co-construction qui est super à la mode et que tout le monde utilise. Hein. Nous, la co-construction, on l'utilise vraiment à petite dose, entre guillemets, dans le sens où on n'est pas tous des architectes en entreprise, on est plus des Valérie Damido qui regardent Déco le week-end. Donc on ne va pas non plus construire les espaces vraiment avec eux. Par contre, on va co-construire l'utilité des espaces, leur fonctionnement, le sens en fait que l'on veut donner à son environnement. Et là, pour le coup, on va se poser avec notre client, notre donneur d'ordre, avec les collaborateurs pour vraiment être fidèles en fait à leur vision de tout ça, et pour qu'ils puissent vraiment se reconnaître en fait dans les espaces qui les entourent. Donc ça, c'est un de nos premiers piliers de travail, disons. Le deuxième pilier, et donc ça c'est assez nouveau à partir du moment où on a commencé à prendre la scénographie comme outil, c'est de travailler du coup avec des architectes dès le début en fait, et d'agir un peu comme des traducteurs en fait, nous-mêmes, de se positionner comme des traducteurs entre l'analyse stratégique, structurelle de l'entreprise à en fait une traduction, une conception architecturale en face. C'est-à-dire qu'on essaye de répondre en fait à des problématiques de boîte concrètement, avec en fait des solutions spatiales. Et donc du coup on a appris aussi à intégrer dans l'équipe du coup des nouvelles personnes, des nouveaux profils, parce qu'on n'avait pas vraiment ça avant avec nous. Et donc maintenant en fait on se met en tandem, et puis
on va autant aller travailler au moment avec les architectes quand ils sont en train de dessiner des choses que embarquer avec nous des architectes quand on va faire nos entretiens exploratoires et interroger les gens sur le terrain, etc. Et même les embarquer quand on doit faire des comex. En fait, les impliquer dès le début pour que vraiment, jusqu'au bout, on soit fidèle à l'entreprise et à ses hommes. Donc ça, c'était le deuxième pilier. Et notre dernier pilier, c'est plus vraiment une conception, enfin une conviction prospective, mais dans le sens où en fait, on est convaincu que finalement l'espace façonne, enfin a la capacité en fait de façonner les façons de faire, de façonner les comportements et in fine les mentalités. Et donc, on essaye en fait de pousser cette idée que comme la technologie qui a l'idée en fait toutes les transformations, enfin c'est quand même la technologie qui a fait qu'on se parle différemment, qui a fait qu'on se rencontre différemment, qu'on se nourrit différemment, etc. Et nous, on est convaincus que les espaces peuvent être autant leaders. Aujourd'hui, en fait, les espaces ne font que suivre, entre guillemets. Ils sont là, ok, la technologie fait qu'on va mieux collaborer, etc. Donc, on va enlever les murs, on va essayer de répondre. Les espaces courent après. Toujours après. En fait. Voilà. Et nous, on se dit qu'en fait, on peut être plutôt proactif et de se dire que les espaces peuvent engendrer des nouvelles façons de faire, des façons de travailler dans notre cas, mais des façons, je ne sais pas, de prier, des façons. Enfin, en fait, on se dit qu'on a cette force-là. Et du coup, en fait, on essaye de réfléchir les espaces du coup, de travail dans ce sens-là. Et du coup, enfin, je vais donner un exemple pour que ce soit plus concret, parce que c'est un peu conceptuel, mais c'est typiquement tous les nouveaux établissements d'école, en fait, de petites classes qui sont un peu expérimentés au Japon, en Norvège, enfin les pays un peu en avance là-dessus. Mais c'est vraiment typiquement faire des espaces en fait où même les entrées ne sont pas designées pour des adultes, et donc on a des espaces qui sont complètement faits pour les enfants, et donc on a un rapport au danger, à l'espace, à l'interdiction qui est complètement changé en fait dès le plus jeune âge, parce que finalement ils ont accès à des endroits où leurs profs ne peuvent pas aller. Et donc, du coup, ça change en fait les relations, et du coup, ils commencent à se gérer entre enfants aussi. Donc, ça change aussi le rapport avec les autres, la notion de respect. Et là, pour le coup, c'est l'espace qui, conçu de cette manière-là, engendre en fait des nouvelles choses. Je crois que c'est aussi dans une discussion préparatoire que vous avez fait référence à un salon qui était autour du livre pour enfants, je me trompe, mais qui était conçu où tous les stands étaient conçus à la hauteur des enfants et pas à la hauteur des adultes. Oui, il y avait plein de trucs. En fait, je ne sais plus exactement le nom, et j'en suis désolée si la personne là. Mais en fait, c'était un salon où il y avait plein de trucs qui étaient vraiment à hauteur des enfants, et du coup, c'était super cool dans le sens où on se disait, là, on a pensé à pour qui on le fait. Et ça, c'est. J'ai l'impression d'entendre Madame Crinière quand elle dit qu'on met l'expérience du visiteur au cœur. J'ai l'impression d'entendre aussi ce que propose Arthur d'une certaine manière, en disant finalement on ne leur fait pas faire le temple, parce que vous les aidez, le dessin est déjà préparé et on a conçu les différentes briques pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes. Donc on ne leur laisse pas tout faire, mais on part de leur avis. Et parfois on leur modélise un peu la pièce pour qu'ils la fassent, c'est ça? Je vois beaucoup de constantes dans ce que vous rajoutez, même dans un univers qui pourrait apparaître plus contraint que celui de l'entreprise. L'idée, c'est vraiment de se dire, c'est exactement ce que disait, si je file un peu le thème de Raphaël Enthoven. Bien sûr, avec plaisir. C'est de se dire, quand on est salon, de se dire qui je suis, en fait, de repartir un peu à son essence pour se dire, alors qui je suis et du coup qui j'aime, entre guillemets, enfin qui j'ai envie d'aimer, et qui m'aime aussi, pour du coup l'aimer jusqu'au bout avec ses défauts, ses aspirations, ses envies, ses visions, pour pouvoir en fait, en partant de ça, lui proposer un environnement, une expérience qui fasse que du coup il se reconnaisse, mais qu'on continue à le surprendre. C'est exactement ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est de comprendre exactement avec altérité. Voilà, qui l'autre, pour pouvoir en fait, et soi-même, c'est le duo comme ça, pour pouvoir le surprendre continuellement.
Merci Marie. Bon, on a la parole tout à l'heure. Monsieur Lebon, Ah oui, le truc. la zapette. Combien de fois vous avez fait appel à des scénographes? Alors voilà, combien de fois vous avez fait appel à des scénographes dans votre carrière? Ou à la scénographie au sens large, peut-être pas des scénographes, mais à la scénographie. Un certain nombre de fois. Voilà, Ouais. mais en fait, je suis toujours. J'ai mis une petite image pour dire bonjour à nos amis là, parce qu'en fait, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je connais pas grand-chose à Picasso. Ma seule spécialité, c'est la nanologie, la D'accord. science des nains de jardin, D'accord. avec une sous-section. Ça nous fera un point de discussion. Voilà, Olivier, de- avec une sous-section qui est la nanogénèse, qui est la science de l'amour des nains de jardin, qui est un gros problème parce qu'il y a beaucoup de nains de jardin et très peu de naines de jardin. Voilà. Et donc du coup, C'est vrai que là- c'est assez machiste comme voilà. Et secteur, donc, en effet. comme je crois ce matin, on a compris la semaine dernière qu'à la fin c'est toujours l'Allemagne qui perd, mais ce matin on a compris qu'à la fin c'est toujours Raphaël qui gagne. Je voulais un petit peu méditer. Alors cher Frédéric, j'ai mal compris le brief puisque vous m'aviez dit que c'était 50 minutes d'intervention. Je viens de comprendre qu'il reste 1 minute d'intervention. Alors j'ai apporté Alors, vous quelques savez quoi, images. on va parce couper que- la poire en deux. Il vous Ouais. reste donc, si je suis bon calcul, Voilà. il vous reste une quinzaine Parce de que minutes. je sens une pression dans la salle pour la crêpe au roquefort. Non, vous m'avez dit tout à l'heure que c'était une crêpe au caviar pour Je sais pour plus. le buffet. Et donc, du coup, quitte à faire de l'événementiel et être Instagrammable, j'ai apporté quelques images justement de ces appels Quelle de capacité scénographie. d'adaptation, je pense qu'on peut déjà Voilà, applaudir voilà. rien qu'à cet instant. Quand même, hein. Et j'ai enfin trouvé le lien entre le nain de jardin et Picasso, Ok. puisqu'il y a un artiste récemment qui vient de transformer Picasso en nain de jardin. Voilà, et ça marche assez bien. Voilà. Au fond, je crois que dans nos métiers, on cherche un moment de précipité chimique, comme vous l'avez dit, et finalement dans le monde des musées, qu'on oppose parfois au monde de l'événementiel, mais à tort. Je crois que ça fait 30, 40 ans où Harold, un des premiers, a cherché comme ça à créer un petit peu l'interface. Et finalement, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui nous sépare. Mais il y a très peu de moments où il y a l'expérience vraie, notamment dans le domaine des musées. J'ai apporté la 3 images, c'est étrange, mais c'est souvent tous les 20 ans. Finalement, en 77, il y a eu le Centre Pompidou. En 97, il y a eu le Guggenheim Bilbao. Et puis l'année dernière, il y a eu le Louvre Abu Dhabi, qui sont peut-être des moments que tout le monde a cherché à copier, et finalement n'a jamais réussi à vraiment reproduire. Car aujourd'hui, je crois que cette idée d'expérience, et là je vous ai apporté cette image de Naoshima, qui je crois que dans l'ordre de l'événementiel est assez belle, car c'est dans ces lieux que finalement peu de gens connaissaient. Je crois que personne ne savait où se situait Naoshima dans le domaine de l'art il y a encore 20 ans. Et quelqu'un a dit un jour, je vais faire là un moment où partager une expérience assez magique. Alors évidemment, je n'ai pas relu Spinoza ce matin, mais vous m'avez compris, un rapport à l'amour probablement dans cette petite À minima, flaque la d'eau lumière qui et apparaît. l'habitation. Et de découverte. Et là, je vous ai apporté une image d'un lieu qui est un peu l'antithèse du musée. C'est un lieu près de Düsseldorf. C'est un musée où il n'y a pas de gardien, où il n'y a pas de cartel, il n'y a pas de pédagogie, il n'y a pas de savoir, il n'y a pas de porte. Alors, il y a quoi en fait? Il y a juste des œuvres. Et à la fin du parcours, avec votre billet, on vous demande de vous installer dans une salle et on vous offre un repas qui est réalisé avec l'ensemble des productions agricoles qui sont tout autour. Et pour moi, c'est au fond un petit peu l'expérience ultime du musée, qui je pense est l'expérience ultime indépendamment de la crêpe au roquefort qui va nous être servie tout à l'heure. Parce qu'au fond, on est toujours un peu bloqué par les œuvres. Là, en termes de scénographie, c'est Duchamp qui avait créé ça, qui est peut-être une des scénographies les plus antithétiques, parce qu'il y a toujours un peu un blocage, un moment d'accéder à l'œuvre. Et là, on le voit sur cette scénographie qu'on avait réalisée pour le Centre Pompidou-Metz avec Yasmine Ossebi, où au fond, avant d'accéder à l'œuvre, il y avait l'idée d'abord de cadrer le regard, cadrer le visage, et ensuite, dans un deuxième temps, on arrivait devant l'œuvre. Et c'est ce qu'on peut voir en ce moment au Louvre-Lens, dans cette magnifique galerie du temps, qui a été déclinée au Louvre Abu Dhabi, avec cette idée simple qu'aujourd'hui, on cherche tout simplement à raconter une histoire, que le musée, c'est terrible à dire, ça nous a été rappelé ce matin, mais toute la nouvelle génération a du mal à franchir les portes. Ça fait 40 ans qu'on construit des musées en France toujours plus beaux, des lieux culturels toujours plus magiques, comme celui qui nous accueille, mais la fréquentation de ces lieux culturels n'a pas varié d'un iota. C'est-à-dire, quand on demande à 100 personnes vivant dans notre pays s'ils sont allés une fois au musée pendant l'année, depuis 40 ans, c'est toujours le même chiffre, c'est seulement 30%. Voilà, donc ça doit nous interpeller, ça doit nous faire dialoguer. C'est ce qu'on a voulu montrer dans cette exposition sur 1917, où on a fait dialoguer une œuvre de Brancusi avec des œuvres d'art populaire que chacun a parfois chez soi. Vous savez, c'est ces objets qui ont été réalisés
avec les éléments qu'on trouvait dans les tranchées. Et je trouvais qu'en cette année où on célèbre la fin de la Première Guerre mondiale, il fallait se souvenir que parfois il y a un petit peu l'idée du populaire qui est essentielle dans nos métiers et que parfois on oublie, c'est-à-dire ce que vous avez merveilleusement résumé comme le sens du public. Public qui peut se perdre. Je vous ai apporté cette scénographie que je trouve assez symbolique peut-être de l'anti-salon, mais c'était une grille où on pouvait errer d'une salle à l'autre. Donc finalement, chaque visiteur avait un parcours d'exposition différent. Alors, quelques années plus tard, c'est une exposition qu'on a fait il y a 10 ans. Je n'avais pas compris, il y a des gens qui m'ont dit « Ah oui, ton exposition, elle était pas mal, mais je ne comprends pas, elle était toute petite. » En fait, j'ai compris qu'il y avait des gens qui n'avaient fait que l'entrée et la sortie et qui, au fond, avaient vite cherché. L'important étant qu'il la trouve pas mal. Voilà. Finalement. Et au fond, c'est pour revenir à Marcel Duchamp et sa fameuse fontaine de 1917, dont on fête quasiment le centenaire cette année, c'est une question de regard, c'est ça qui nous intéresse. Et aujourd'hui, beaucoup des artistes, là, c'est l'endroit que Nathalie connaît bien du Centre Pompidou, ce grand lieu de 77. Voilà Pierre Huyghe, un de nos grands artistes aujourd'hui, qui a voulu changer un petit peu la vision du musée et au fond, en faire une exposition, un événement. Et là, vous le voyez avec cette image, au milieu de l'exposition, vous avez une patinoire noire où il y a tous les jours un événement et à un autre moment de l'exposition, vous avez ce chien un peu étrange qui passe là nous questionner. Et j'ai été quasiment viré du Centre Pompidou quand j'ai proposé cette exposition qui est peut-être le choix ultime pour l'événementiel, où j'ai dit finalement il n'y a plus qu'à exposer le vide. Voilà, parce qu'au fond, c'est un petit peu comme quand un salon se termine. Voilà, il faut finalement attendre. Mais pour revenir à ce qui fait le fondement de notre métier, dans la minute qui me reste, ça c'est peut-être le plus beau moment, exactement comme un salon, comme un événement. C'est le moment où la caisse arrive. Et finalement, on ouvre. Alors parfois, il n'y a rien dedans. Parfois, il y a une œuvre détruite. Et puis parfois, il y a une œuvre d'art, ici un Giacometti, qu'on essaye de mettre en scène dans un contexte. Et à un moment de ma vie, j'ai eu la chance, on parlait tout à l'heure de la force du lieu, de pouvoir le faire à Versailles, là, avec un chat roi, qui est un caleçon un peu événementiel, puisqu'en fait, ce sont des fleurs de lys en banane. C'est Frédéric qui a choisi l'image, il m'a demandé. Voilà. Mais au fond, quand on a exposé Jeff Koons à Versailles, je crois que là, on est au cœur de ce qui nous rapproche. C'est-à-dire qu'on a voulu, pour reprendre les propos de notre ami philosophe, poser quelques questions et sans doute pas apporter les réponses, parce que les réponses, finalement, elles sont tout simplement dans la force de l'art, que jamais n'épuisent toutes les interprétations. Nous, notre métier, et je pense que c'est le même que le vôtre, c'est d'apporter un tout petit moment de passion, c'est d'apporter finalement cette force de l'authentique, comme là quand on amène un morceau de fresque de Pompéi au Grand Palais pour évoquer l'art des jardins, ou dans ce moment un peu magique qu'on avait créé à Metz, où plutôt que de donner la parole à des médiateurs professionnels, on a formé pendant 1 an une classe de CE1, pardon, et on a demandé comme premier visiteur à faire venir des personnes qui ont du mal à se déplacer, qui étaient de la maison de retraite juste à côté, et qui venaient pour quasiment beaucoup de ces personnes une dernière fois entendre une personne parler d'une œuvre d'art. Et au fond, je crois que pour revenir et finir avec Picasso, qui a créé ces 2 œuvres à 2 jours d'intervalle, et celle de gauche s'appelle Le Rêve, c'est comme celle-ci qui s'appelle La Vie. Si on fait ce métier, c'est tout simplement pour nous faire rêver. Merci. Eh bien, je vous remercie, parce que moi, j'ai passé un moment de rêve, là, avec vos 4 interventions. Peut-être vous donnez encore la parole, Monsieur Lebon. Finalement, vous faites une analogie entre... vous ne voyez pas de différence fondamentale entre votre métier, qui est d'animer un musée, et peut-être ce que font les gens qui sont dans la salle, organisateurs d'événements, de foires et de salons. Si vous voyez une comparaison, vous avez l'habitude de faire appel à la scénographie, ou vous-même de la décider, hein, si j'ai bien compris. Comment ça se passe quand on fait appel à des scénographes? Comment ça, excusez-moi l'expression, c'est manageable? Comment on fait? Parce que si les gens dans la salle décident de faire un peu plus d'appel à la scénographie, ou beaucoup plus, je ne sais pas à quel point ils le font déjà, comment on établit une relation qui va être à la fois très libérante pour les publics, mais qui vous permet d'atteindre votre objectif, qui est à minima, si j'ai bien compris, de faire que les visiteurs continuent à venir ou viennent de plus en plus? Parce que ça vous fait un point commun avec la salle. Je crois qu'on l'a magnifiquement entendu avec les 3 premières interventions. Nous ne sommes que des passeurs. Le scénographe n'est sans doute pas manageable. Comme l'a dit par exemple Nathalie, c'est un précipité chimique qui se passe à un moment. Alors bien sûr, on a tous nos contraintes budgétaires, bien sûr, voilà, mais
il y a un moment où la réalité technique revient comme un boomerang en pleine gueule, mais au fond, ce qui nous fait vivre, c'est tout simplement de faire évoluer le regard légèrement différemment, de créer cet instant qui n'arrive pas toujours et que justement grâce à toutes les énergies qui sont là, je caricaturais tout à l'heure quand j'ai dit qu'à un moment j'ai exposé le vide, mais à force d'avoir exposé le vide, c'est-à-dire des murs blancs, qu'est-ce qui s'est passé? Le visiteur, spectateur s'est réapproprié le lieu, exactement comme Yves Klein en 1960 qui avait eu le premier cette idée, ils ont mis à écrire au mur. Finalement, sans revenir au néolithique de ce matin, mais à la grotte Chauveil il y a 40 000 ans avant Jésus-Christ, c'est la même histoire. C'est ça qui nous fait vivre. C'est ça qui nous différencie. Et on a la chance d'être dans un pays où on peut se réunir ce matin à parler pendant 3 ou 4 heures de la création de ces événements. Dans notre domaine des musées, il y a beaucoup de pays en Europe aujourd'hui où la question, c'est pas ça, c'est d'ouvrir la porte le matin. On en est là. Enfin, je veux dire, donc c'est vraiment fondamental de créer des moments de rencontre comme aujourd'hui pour tout simplement nous redonner un peu de pêche, surtout nous technocrates du public où on a tant à apprendre de vous, parce que c'est ça qui va faire qu'on soit ensemble. Je crois que vraiment aujourd'hui, on est dans un moment où plus la séparation factice qu'on essaye de tendre entre le monde de l'événementiel, le monde du salon, le monde du grand magasin, le monde du loisir, le monde de la culture, devient de plus en plus perméable. Mais il ne faut pas que ça soit comme une sorte de devise, il faut que ça soit une réalité concrète. Et on sent vraiment les signes arriver et on peut avoir confiance, enfin, j'espère. Si vous voyez des signes... Si vous voyez des signes arriver, est-ce qu'il y a peut-être un salon ou quelque chose qu'on nomme comme ça que vous avez visité, qui vous a inspiré? Ou vous avez dit, ah tiens, on commence à mélanger, dans le bon sens du terme, les genres? Je pense que je vais laisser aux professionnels de la profession, comme disait notre cinéaste Godard, bien aimé, et qui avait raison dans cette expression, parce que quand on parle de spécialité, c'est aussi là quelque chose qui se passe. On a un peu tendance, tout à l'heure j'utilisais le mot technocrate, pour moi technocrate, c'est pas un mot forcément péjoratif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le pouvoir tout simplement de simplement faire partager notre passion. C'est derrière ça. Alors on l'a caricaturé et il est devenu un petit peu différent. Je vais vous surprendre, mais finalement c'est souvent dans les salons en région les plus modestes où je vis ces moments d'émotion les plus forts. J'ai pas eu la chance d'aller au C2, mais on voit bien que le Cirque du Soleil a voulu faire pénétrer une énergie dans un autre domaine, j'espère sans trop d'arrière-pensée financière. Mais je crois que finalement le salon tout simple, où la tente est montée, où là, le stand arrive. Et finalement, cette simple idée qu'avec 3 petits moments de passion et de génie, on arrive à faire partager une émotion, moi, c'est là où je trouve du sens, parce que c'est quand même incroyable aujourd'hui d'arriver à faire passer l'idée simple qu'on peut avoir des gens qui se réunissent en un endroit pour parler, pour discuter, pour échanger, pour vendre. C'est quand même extraordinaire, parce que sinon, on est en train quand même d'être un petit peu en danger avec cette sympathique machine qui est quand même aussi géniale. Voilà. Et donc, à entendre toute l'émotion de nos 3 amis de la table ronde, puis félicitations, parce que pour une fois, c'est une table ronde sur un rond. Voilà, donc, voilà, on est Ah, j'en suis pas dépositaire, mais je prends les compliments, merci. C'est génial, mais c'est tout sauf les bulles qui sont derrière nous, c'est-à-dire que, voilà, il se passe quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Juste sur ce point-là, par exemple, on a travaillé sur un projet, c'est l'Institut Royal des Architectes Anglais qui nous a demandé de nous mettre en relation avec des magasins sur Oxford Street. Et on nous a tous donné un projet et une marque avec laquelle s'associer. Et la marque, après, nous a demandé de créer des... C'est ça qui est un peu difficile, c'est la catégorisation, et j'aime bien dans ce que vous avez dit que tout se mélange un petit peu, l'art, la scénographie, peut-être aussi ce qu'on fait dans des magasins, les événements éphémères qui nous permettent de sortir de chez nous à l'âge d'Internet et de l'e-commerce. Et alors on a fait un projet pour Karen Millen, qui est une créatrice de mode anglaise, et c'est un projet qu'on a fait un peu comme ça, avec toutes ces machines et tout ça. Et les gens étaient tellement intéressés, ils passaient et ils rentraient dans le magasin. C'est pas forcément des femmes pour s'habiller, c'était aussi des enfants, des hommes, des gens qui étaient curieux de ce qui était en train de se passer à l'intérieur. Et cette curiosité a créé des discussions, mais aussi augmenté les ventes de Karen Millen de 30%. C'était vraiment très très étonnant le phénomène où la curiosité sur des objets qu'on ne comprend pas vraiment, ce qui est au final l'art, c'est ça, ça pose des questions. On rentre dans le magasin et donc il y a une sorte de convergence entre
le commerce et l'intérêt de l'art. Et cette œuvre a après fini dans une galerie. Donc il y avait une sorte de... Ça me fait penser à Damien Hirst quand il a fait, par exemple, la pharmacie, et qui après, en Suisse, est devenue une œuvre d'art, mais au final, c'était un restaurant. Donc cette convergence permet d'attirer l'œil du public et de créer, comme ce que vous avez fait à Versailles, une sorte de convergence qui permet d'augmenter ces 30% dont vous parliez, qui me semble quelque chose sur lequel on pourrait vraiment se concentrer et essayer d'améliorer ça. Pour rebondir, ce matin, la charmante Rudy expliquait que finalement, si on ne garantissait pas aux gens à l'avance ou à cette génération qu'on appelle les millennials d'avoir l'assurance de vivre une expérience que l'on ne vivrait pas, les gens ne viendraient pas, parce qu'en fait, le point commun de ce que vous racontez, c'est l'expérience qu'on propose. Elle intrigue, les gens rentrent, et ça provoquera ce que ça provoquera, et ça peut provoquer des flux d'affaires. En tout cas, c'est mesuré et mesurable, comme le salon antiquaire. Avant de donner la parole au public, j'aimerais que vous nous expliquiez, je vous ai vu, Madame Crinière, presque ébahie. J'ai vu la lumière s'allumer dans vos yeux devant un visuel qui a déroulé. Qu'est-ce qui fait que la lumière s'ouvre comme ça dans vos yeux? C'était un moment rare. Je sais pas, je me souviens pas quelle photo apparaissait, mais comme si vous étiez séduit par quelque chose. Voilà, moi, je me laisse séduire, c'est ça oui, c'est vrai que je suis peut-être assez ouverte à tout ce qui peut exister. Et je pense qu'il ne faut pas avoir d'idées préconçues. Donc à un moment, effectivement... Vous avez vu quelque chose? J'ai J'ai vu votre regard quelque chose, s'illuminer. ça a dû s'imprimer. Peut-être que ça ressortira dans des années. Mais c'est vrai qu'on fait un métier où il faut être ouvert à tout. Parce que tout est découvert, tout est... alors nous, on est une agence où on vit beaucoup dans le plaisir. Ça transpire, je vous l'assure. C'est vrai que c'est une manière de travailler qui est... Il y en a qui travaillent dans la douleur. Nous, on travaille plutôt dans le plaisir. Et c'est vrai qu'on se nourrit des éléments et tout d'un coup, je ne sais plus quel visuel c'était, mais je pense que c'est rentré et ça ressortira un jour, quelque part. Merci beaucoup. Je vais faire appel à la technologie, à Magenti notamment, pour voir s'il y a des remarques, des questions qui ont émergé de la salle. Donc elles sont devant vous, on peut se tourner aussi. Et très librement, chacune et chacun d'entre vous peut s'en saisir, ou collectivement. Qui vous plaît? Oui, alors attention, hein, apparemment elle a l'air décidée à y répondre. Non, alors justement, le jour homme, c'est vrai, alors, mais je pense que ça ne peut pas se faire dans toutes les sociétés. Nous, on ne calcule pas les jours hommes. D'abord parce que vous êtes des femmes, en fait. Non, mais c'est vrai qu'on a une manière de travailler. Je ne sais pas pourquoi ça marche, mais ça marche. Quand je vous dis qu'on ne fait pas de contrat, on n'en fait pas. Quand on fait des budgets, on a tendance à donner le budget plutôt à la fin qu'au début. Nos honoraires, c'est une catastrophe pour nous les demander parce qu'ils évoluent au fil de... Donc on n'est pas dans... Qu'est-ce qui fait que vos donneurs d'ordre acceptent quand même de payer, en fait? Mais je ne sais pas. En fait, c'est un vrai problème, parce que quand on nous dit par exemple, mais comment vous on va développez... essayer d'extraire la méthode implicite qu'elle a, parce que je pense que celle-là était très intéressante pour toute Non, la mais salle. c'est terrible quand on vous dit comment vous vous développez, comment vous trouvez de nouveaux clients. J'ai absolument aucune réponse. Et c'est pour ça que sur une table ronde, ça manque de réponse. S'il y a peut-être un lien, c'est la passion avec laquelle vous parlez de votre métier. Peut-être que la plus-value est immédiate pour les gens qui sont en face de vous. Et l'engagement que vous dégagez en acceptant de faire et refaire, l'autre accepte d'en payer la valeur. Voilà, mais les 100 plans, je peux vous dire qu'on les fait, on les numérote. On s'amuse beaucoup à les numéroter. Alors quand on commence à numéroter, c'est qu'on commence à compter alors. Moi, je pense que sur tous, nous non plus, en fait, on facture pas jour homme. Enfin, on est toujours, on facture pas de cette façon. Et nous non plus, on a beaucoup du mal à être très contractuel, etc. Et je pense que tout ça, ça repose finalement sur un engagement mutuel, c'est-à-dire que nous, on s'engage, on est convaincus et on nous laisse porter en fait nos convictions, d'aller jusqu'au bout. Et c'est un petit peu cet échange-là, cette rencontre, parce que je pense que c'est un petit peu pareil, mais nos clients, en fait, ils viennent par bouche à oreille aussi. Donc, en fait, c'est des gens qui sont déjà convaincus, qui viennent nous voir. Et donc, c'est des rencontres entre personnes qui vont dans la même direction, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre de ne pas contracter tout ça et d'être au forfait en se disant on est d'accord qu'on aura réussi quand on aura atteint ça et qu'on n'est pas dans on aura réussi si on aura fait tant de jours pour vous. Et je pense que c'est plus de voir aussi la relation donneur d'ordre scénographe, vu le thème,
plus dans cet engagement-là mutuel que top-down. Enfin, Je crois qu'il y a une réponse qui vient d'apparaître. Ne pas parler du prix budget, c'est du talent. Voilà, c'est un vrai talent que de ne pas être obligé peut-être d'en parler. Encore une fois, la lumière dans vos yeux me fait penser que votre talent est lié à votre implication. C'est peut-être un petit peu ce que je ressens là à cet instant sans savoir l'expliquer mieux que ça. Il y a une question qui s'adresse peut-être plus au Burning Man ou à ceux qui y contribuent. Quelle résonance en DD, j'imagine que c'est le développement durable, et le mot est-il polluant? Alors, je vais aussi faire référence à Monsieur Endoven, qui disait qu'on peut faire peut-être du progrès technique, mais peut-être pas du progrès moral, et que c'était le rôle des philosophes. Je pense que ce Burning Man a 10 règles, les 10 principes de Burning Man. Un, c'est l'autonomie, self-reliance, leave no trace, laissez pas de traces. Les gens qui viennent à Burning Man, il y a de tout, hein, mais par exemple, vous connaissez peut-être Elon Musk, qui vient tous les ans. Et il fait partie des gens qui, comme moi, quand on y va, on doit calculer sa propre consommation énergétique. On doit apporter ses propres générateurs d'électricité. Et il a eu l'idée de SolarCity, l'entreprise qu'il a fait avec son cousin, en route vers Burning Man. C'est peut-être la plus grosse entreprise d'énergie solaire en Amérique. Donc je pense que même si on brûle des projets qui est peut-être un peu paradoxal, d'un autre côté, ça crée une conscience de sa consommation énergétique et une vie dans un désert et un climat extrême qui pousse à toute la population de comprendre son impact personnel, beaucoup plus que dans une ville où tout nous est donné. Et je pense que cette autonomie a plus de positif que de négatif de ce point de vue. Il y a une autre... Enfin, vous l'avez dit, mais je l'ai lu au niveau du C2. Le C2 a 8 règles d'or. Et vous évoquez que le Burning Man a aussi ses règles d'or. Et si je relis, finalement, on laisse beaucoup de liberté aux participants, peut-être même pour co-concevoir l'exposition, enfin si je comprends où on part de lui, mais dans le respect d'un certain nombre de règles. C'est-à-dire que l'organisateur au sens large peut quand même fixer les règles qui définissent le champ de la liberté. Je me trompe ou... Ce Burning Man, c'est le bordel. Hein. C'est-à-dire... Mais de toute évidence, organisé, oui, j'étais allé il y a longtemps, je confirme. Vraiment, mais c'est très intéressant, c'est un paradoxe complet. Il y a une organisation, Burning Man, une entreprise qui s'occupe de l'événement, mais il y a la communauté. Et le projet s'est fait de lui-même. C'est-à-dire que dans notre équipe, on a celui qui a commencé Burning Man avec Larry Harvey. Il me dit, mais tout ce qu'on voulait faire à la base, c'était un barbecue sur la plage. Et puis brûler une effigie. Il n'y a plus l'eau, mais on a continué. et en fait, la communauté se l'est appropriée. Je pense qu'ils avaient besoin de ça. Ils avaient besoin d'un événement où s'exprimer de manière radicale. C'était après le mouvement hippie à San Francisco. Il y avait une énergie créatrice incroyable. Tout un mouvement qui s'appelait la Cacophony Society. Et donc, ils ont utilisé Burning Man comme vecteur d'expression radicale. Et c'est ça qui a fait un événement géant qui est maintenant international, peut-être un des plus grands festivals du monde. Et l'organisation ne peut pas vraiment contrôler tout ça. C'est-à-dire qu'ils nous donnent la commission du temple, mais après, une fois que la communauté a su que j'allais faire le temple, ils m'ont contacté. Bonjour, nous sommes les gardiens du temple, nous sommes 1500, on vient vous voir. On aimerait bien être entendu. Voilà, et c'est vrai, le dialogue, de comprendre l'autre, c'est-à-dire que soudainement, c'était comme si j'entrais dans une institution et tout le monde venait me voir et me parler, et voulait me parler, me dire ce que ça voulait dire, le temple. Et donc c'est beaucoup, beaucoup de communication et de parler, de comprendre. Et c'était absolument magnifique. Et c'est en écoutant peut-être qu'on comprend et que c'est moins, d'une certaine manière, le bordel. Donc finalement, les clés que vous décrivez, c'est que pour que ça réussisse, il faut bien écouter ceux qui vont vivre l'expérience. Il faut peut-être même accepter de remettre l'expérience entre les mains carrément de ceux qui la vivent. Finalement, c'est ça que vous dites en opposant. Il faut leur faire confiance. Il faut leur faire confiance. Il faut pas. C'est vraiment Burning Man, c'est comprendre qu'on n'a pas le contrôle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler tout. Et l'architecte a cette tendance à penser qu'il peut tout contrôler. On parlait du budget et des gens. Moi, c'est l'inverse. Si je vois qu'il y a vraiment un problème, je vais tout de suite le dire, je vais tout de suite en discuter. Et c'est à travers cette discussion avec même le client qu'il évite la surprise. Je pense que le pire pour un client, c'est de recevoir une facture et de se dire « mais d'où ça sort ça ?» Ou alors de voir un problème qu'on lui a caché.
Et je pense que c'est ça qui m'a permis de survivre dans une entreprise on est maintenant 8. C'est de toujours être extrêmement transparent et ce dialogue constant avec le client. Et peut-être une dernière question qui finalement, j'ai le sentiment, s'adresse à vous 4. Comment l'art peut-il apporter plus de sens à l'événement et à ses expériences? Parce que j'ai senti une passion pour l'art chez chacun de vous 4, mais peut-être que je me trompe. Moi j'ai envie de poser la question, qu'entendez-vous par art du coup? Parce qu'il y a toute forme d'art. Partons sur votre interprétation, puisque la salle ne peut pas répondre en tant que telle à cet instant. Je dirais que, je ne sais pas s'il faut que je sois méga concrète sur le... mais c'est on a beaucoup parlé d'imprévus et de coups de foudre, etc. Et je dirais que c'est ça qui peut permettre de redonner du sens, dans le sens où si on se connaît bien et on sait exactement son essence et pourquoi on le fait, surtout le pourquoi. Parce qu'effectivement, on est dans un milieu où on a une cyclicité, on refait des choses, même le Burning Man, finalement, ça revient tous les ans. Comment, en fait, on fait? Finalement, c'est se reposer sur l'imprévu qui arrive dans le prévu. On en a parlé tout à l'heure. Et on voit qu'on peut l'organiser, c'est imprévu. Voilà. Et en fait, je dirais, pour moi, en travaillant sur l'innovatoire et en faisant plein de salons, en fait, ce qui m'a frappé, disons, c'est... dans l'art, du coup, c'est libre, on permet beaucoup d'imprévus. Et finalement, dans les salons et dans les événements, en fait, on est contraint par nous-mêmes, entre guillemets, dans le sens où on a nos règles sociaux. Donc, quand on arrive dans un salon, on sait qu'on doit suivre les allées, on sait qu'on va aller voir tel exposant. C'est écrit nulle part, pourtant, on n'a pas les règles, le code du salon où il faut Mais comme faire c'est ça. tout droit, on va tout droit. Voilà. Et du coup, on sait qu'on va Comme avoir c'est des le plus allées. gros stand, avec on des- va peut-être regarder le plus gros stand. Ouais, et en fait, c'est nous-mêmes qui nous mettons ces trucs. Et je pense, en revoyant un peu les images du C2, je me suis dit, finalement, là, on permet l'imprévu et on permet d'être rebelle et de ne pas suivre forcément les règles. Ce que vous dites, ce serait que le rôle des organisateurs, ce serait d'aider une personne à sortir de ses croyances et de ses habitudes. S'il y avait un rôle pour organiser l'imprévu, ce serait celui-là? Oui, c'est un petit peu donner la petite marge qui fait tout en étant sécure. Je ne demande pas de faire n'importe quoi au Grand Palais, tout ça. Mais même dans la scénographie, moi, ce que j'avais aimé à la Biennale, c'est que dans ces grands trucs, il y avait des petites, donc les petits interstices comme ça. Et en fait, moi, je me suis dit, c'est quand même la première fois que finalement, je regarde, je sneak comme ça. On regarde pas les œuvres comme ça. Souvent, dans des musées, on rentre, on a tout l'espace pour regarder. Et là, on pouvait regarder comme une petite souris sans rentrer forcément et devoir parler aux gens parce que moi, je vais pas être acheteuse d'art. J'ai pas du tout le profil. Mais du coup, je pouvais quand même rentrer et participer à l'expérience, mais un peu de l'intérieur. Ça, c'est aussi une façon de pas vivre l'expérience telle qu'on devait la vivre. Et c'est ça qui, du coup, redonne un peu de sens, je dirais, à mon sens, personnellement, à l'événement, quoi. Nathalie, Laurent, un dernier mot? On pourrait clôturer avec le nain de jardin? Puisque, est-ce qu'on pourrait renvoyer les éléments pris en synthèse? Quelqu'un vous remercie puisqu'il a Si vous appris. voulez clôturer avec le nain de jardin, c'est vrai que on peut parler peut-être. On a ouvert avec ça. On peut peut-être parler du revival du FLNJ. Le Front Libération des nains de jardin. Mais oui, parce qu'on a parlé du FOMO, mais je pense qu'il est important de parler du FLNJ pour terminer. Libérons le nain de jardin, libérons les énergies de l'événementiel. Pour ceux qui les ont oubliés, nos amis du Front de Libération des nains de jardin prenaient les nains qui étaient emprisonnés dans leur jardin pour les remettre dans un contexte faussement naturel, puisqu'on sait que la forêt est faite par l'homme, mais quand même, voilà. Et donc aujourd'hui, c'est le revival, et je pense que le congrès de Rennes peut servir à recréer l'événement. Libérons les énergies de l'événementiel, libérons tout simplement la passion. Je veux bien lever des fonds pour cette nouvelle association. Merci beaucoup. Merci à vous, Kat, puis sérieusement.